Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai vendu tous mes Ethereum. Je les ai vendus pour des raisons de gouvernance, des raisons de performance et aussi des raisons de concurrence. Mais tout de suite, regardons un petit peu le trade, regardons comment ça s'est passé pour voir si je suis content ou pas. Et spoiler alert, je suis très content. C'est parti, donc je les ai acheté ces Ethereum en 2017 quand ils valaient environ $300 et quelques mois plus tard ils avaient fait entre x3 et x4 et moi j'y connaissais pas grand chose en trading à l'époque mais ça m'a fait peur et j'ai vendu sous les conseils d'un ami qui avait beaucoup plus l'habitude en termes d'investissement que moi, j'ai vendu parce que j'en dormais pas la nuit. Pour moi, je me disais mais c'est énorme. En plus, j'avais mis une somme assez substantielle pour moi à l'époque, et donc du coup, j'en ai vendu la plupart, quasiment au sommet. La chance du débutant, super. Mais j'en ai gardé une petite partie, et cette petite partie, je l'ai conservée tout le bear market, mais aussi tout le bull market, mais aussi tout le bear market, mais pour les revendre ici il n'y a pas très longtemps, pour faire entre x9 et x10, pas tout à fait x10. Et donc du coup, c'est formidable. Parce que, imaginez un petit peu, faire x10 sur un investissement, si vous avez un très petit patrimoine, ça va pas changer votre vie, mais si vous avez un patrimoine un petit peu plus conséquent, x10, c'est même x3 en fait, en quelques mois. Waouh, c'est énorme. Tous les gens qui ont un tout petit peu de patrimoine, imaginez vous avez, je sais pas moi, 1 ou 2 appartements, vous faites x3, vous en avez 6, c'est pas pareil, quoi. Vous faites x10, vous en avez 20. Waouh, c'est plus pareil, vous voyez, ça change si vous avez 1 million d'euros de patrimoine, boum, vous avez 10 millions d'euros. Voilà, c'est énorme. Donc, c'est sûr que si vous avez 5000 balles de patrimoine, passer à 50 000 balles, ça va pas changer grand-chose. Hein. Vous allez pouvoir vous payer des jolies vacances pendant quelques années, mais c'est tout. Une bagnole, peut-être, mais voilà. Bref, donc, super investissement, j'en suis très content, mais passons tout de suite au premier point pour lequel je vends. Alors, premier point, si vous voulez, c'est la gouvernance. Alors, la gouvernance d'Ethereum pose 2 problèmes principaux. Il y a le premier problème, c'est les stablecoins. Vous le savez ou vous le savez pas, je vous l'apprends peut-être, mais la gouvernance d'un réseau décentralisé, ou soi-disant décentralisé, elle se joue en fait, si vous voulez, sur une sorte d'équilibre des forces entre les utilisateurs, les mineurs, etc. Il faut essayer à tout prix d'éviter d'avoir ce qu'on appelle un single point of failure, ou on pourrait traduire par un point faible, sur lequel un attaquant, on pense au gouvernement en général, on pense aussi à des personnes fortunées, des gens qui ont des gros moyens, de prendre le contrôle sur le réseau. Et pour ce faire, on a l'arme fatale, l'arme fatidique, le fork. C'est-à-dire que si une grosse entité essaye de prendre le contrôle du réseau, eh bien, vous avez toujours la possibilité de faire une sorte de réseau parallèle en lui laissant la prise de contrôle sur les réseaux qui croient avoir eu, et puis en faisant un autre réseau à côté qui vit sa vie, hein, très très concrètement. Voilà, vous avez des blocs comme ça sur la blockchain qui sont émises tous les quelques temps. Et puis un fork, c'est en gros 2 parties des utilisateurs qui sont pas contents. Les premiers utilisateurs, ils vont là, et puis ils continuent leur blockchain avec les mêmes données que précédemment, et les autres utilisateurs, ils vont là, et ils continuent leur blockchain comme ça, et tout va bien. Et si finalement tous les utilisateurs ils choisissent cette chaîne-là, cette chaîne-là, elle existe, mais elle n'a pas trop de sens, si vous voulez.
Elle existe, mais elle permet de pas faire grand-chose. Voilà, on s'en fout un petit peu. Et cette chaîne-là, elle devient la chaîne principale. On a 3-4 exemples de ça. L'un des exemples que j'ai le plus étudié, c'est l'exemple de Bcash. Alors Bitcoin Cash, c'est un fork de Bitcoin. À l'époque, il y avait on va dire les mineurs, des gens qui avaient beaucoup d'argent, etc. Les gens les plus influents de l'écosystème, on va dire Bitcoin Cash, qui avaient un projet pour Bitcoin. Et la plupart des utilisateurs, eux, avaient un autre projet pour Bitcoin. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est exactement ça. Il y a eu un soft fork. Et finalement, le Bitcoin qu'on appelle Bitcoin aujourd'hui, c'est le Bitcoin qui n'est pas Bitcoin Cash, le Bitcoin dit petit bloc. Et il a gagné, c'est devenu la chaîne principale. Mais elle n'est pas plus chaîne principale ou moins chaîne principale, il n'y a personne qui a décidé ça, si vous voulez. C'est les utilisateurs qui ont décidé que Bitcoin c'était le Bitcoin qui était le Bitcoin petit bloc. Donc il y a eu ce qu'on appelle un User Activated Soft Fork, et ça a permis, si vous voulez, aux utilisateurs de prendre le contrôle sur ce qui est considéré par beaucoup comme une attaque sur le réseau, une tentative de prise de contrôle du réseau. Il y aurait beaucoup à dire sur la chose, je ne vais pas rentrer dans le débat petit bloc contre gros bloc, mais c'est pour vous expliquer un petit peu un cas. Mais il y a eu d'autres cas. Sur Ethereum, vous avez le cas de Ethereum classique. Ethereum classique. Alors, Ethereum classique, il se passe complètement rien sur cette blockchain et elle est encore 35e du classement, ce qui est absolument extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est qu'Ethereum classique ? Eh bien, c'est pareil, c'est un fork, les utilisateurs n'étaient pas d'accord et il y avait eu un gros hack sur un des premiers smart contracts énorme, et finalement Ethereum et toute la bande, Vitalik Buterin et toute la bande ont décidé de rétro-pédaler et de dire le hack n'a pas eu lieu, mettons que le hack on va revenir à zéro sur le dessin, on va refaire une blockchain, hop. Donc vous voyez, là il y a le temps qui passe. Mettons qu'il y a le hack qui ait lieu sur ce bloc-là en particulier. Vitalik Buterin et la bande, ils ont dit on va repartir de là, on va corriger le bug, puis repartir de là. Et voilà, le hack n'a pas eu lieu. Bon là il y a évidemment plein de blocs avant. Et donc du coup, ça c'est Ethereum classique. Donc cette chaîne où le hack a eu lieu, c'est Ethereum classique. Et aujourd'hui, elle sert complètement à rien. Plus personne ne l'utilise, si vous voulez. Mais il y a encore des traders qui s'amusent avec ce jeton qui n'a absolument aucune valeur. Et elle est quand même 35e du classement. Donc elle n'est pas morte. Il y a des mineurs qui continuent de la miner parce que il y a encore de l'argent à faire. Ça vaut encore $20 le jeton. Et étant donné le jeu de la concurrence, ça vaut encore le coup de faire tourner des machines pour des blocs. Pour certains, en tout cas, il y a des gens qui trouvent que ça vaut le coup et ils le font. Donc voilà. Maintenant, il y a un deuxième exemple sur Ethereum. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec le passage entre la proof of work et la proof of stake sur Ethereum, et donc du coup alors je sais plus si c'est Ethereum classique ou c'est un autre, mais il y a un troisième Ethereum, donc c'est le Ethereum de juste avant la proof of stake, donc mettons que on va repartir. Donc là, le temps continue. Il y a pas mal de blocs. Donc ça, c'est le Ethereum d'avant le bug. Là, ça, c'est le Ethereum, on va dire, qui a été forqué par Vitalik et toute la clique pour effacer le bug. Et puis il continue. Cette blockchain continue, formidable. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, ils font le passage à la proof of stake. Et alors là, c'est pareil.
Donc on va dire la blockchain continue pendant très très longtemps, de très nombreux blocs, et puis plusieurs années, hop, ils font le passage à la proof of stake ici, vous voyez, hop. Et ici, il y a des gens qui disent non, moi je suis contre le passage à la proof of stake, je reste en proof of stake, je refuse la mise à jour. Et cette blockchain-là, elle continue d'exister, elle continue de fonctionner. Mais les gens ont considéré, dans leur immense sagesse ou pas, j'en sais rien, que le vrai Ethereum, donc celui qu'on voit là, c'est l'Ethereum proof of stake. Et donc du coup, il y a un Ethereum proof of work qui continue d'exister. On va voir si on le trouve. Ethereum proof of work. Je sais pas comment il s'appelle, mais bon, on s'en fout. Ce machin-là continue d'exister. Voilà, très bien. D'ailleurs, je le vois pas ici, donc il doit moyennement exister, si vous voulez. Et bon, peu importe, vous voyez, c'est ça le principe de la gouvernance. C'est que quand les utilisateurs sont pas d'accord, les deux blockchains continuent de persister, et puis, la blockchain qui continue d'avoir des utilisateurs, que le jeton continue de s'échanger à un prix plus élevé que l'autre, finalement, finit par gagner. Donc c'est ça la gouvernance, si vous voulez, d'une blockchain. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se poser la question, à tout moment dans un réseau, que se passe-t-il si les utilisateurs ne sont pas d'accord ? Quelle est la blockchain qui va gagner ? N'imaginons pas d'ailleurs, c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe, donc il y a deux problèmes de gouvernance en ce moment sur Ethereum. Et moi, il y a un sujet qui m'a passionné, qui m'a fasciné. Pourquoi ? Parce que c'est le plus gros problème de gouvernance sur Ethereum, si vous voulez. Et donc du coup, pendant plusieurs années, j'ai scruté ce domaine-là parce que je le trouve fascinant et parce que je le trouve aussi important. C'est le sujet le plus important d'Ethereum. En fait, c'est les stablecoins. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, vite fait. Et on va rappeler quelles étaient les ambitions d'Ethereum à la base. Les ambitions d'Ethereum à la base, c'est d'être un ordinateur mondial. Figurez-vous, à l'époque, on ne parlait pas de finances décentralisées, on parlait de l'ordinateur mondial. On disait le smart contract, c'est le endgame des applications qui tourneront dans le cloud. Bon, on a très, très rapidement vu la limite d'Ethereum. On a très rapidement vu que quand il n'y a plus de place dans les blocs d'Ethereum, eh bien, les enchères montent très très vite et on était tombé sur des trucs délirants. 50 balles la transaction, 100 balles, 200 balles. On a très rapidement vu qu'on n'allait pas pouvoir, si vous voulez, y mettre tout ce qu'on veut dans la blockchain Ethereum. Et c'est la raison pour laquelle, du fait d'innovations formidables, que je considère comme des réelles innovations qui survivront à Ethereum, c'est les pools de liquidité. Donc Uniswap, là je trouve, ont vraiment inventé un truc dont on va pouvoir se resservir dans d'autres blockchains, et pourquoi pas sur Bitcoin en fait, sur des L2 de Bitcoin, bref, peu importe. Donc Ethereum a été un immense bac à sable qui a permis des innovations telles que Uniswap, telles que des money market comme Aave, etc., etc. Disons que si Ethereum avait été décentralisé, ces applications auraient permis de réellement faire de la finance décentralisée. Malheureusement, Ethereum n'est pas décentralisé, et notamment à cause de ces stablecoins. Donc, imaginons, si vous voulez... d'ailleurs, il y a un tweet qui m'a fait marrer récemment, c'est celui-ci. On va traduire le post vite fait pour les non-anglophones.
Et donc du coup, cette personne se dit oui, bon, alors il y a un nouveau narratif sur Ethereum, let's make the L1 great again. Donc rapatrions sur la L1 tout l'intérêt, faisons de la L1 de Ethereum quelque chose de cool à nouveau. Pourquoi il y a ça? Parce que tout le monde se rend bien compte qu'il se passe plus grand chose sur la L1 de Ethereum et que finalement tout se passe sur la L2. Et puis elle s'inquiète, elle dit oui, ouais, c'est quand même, on va peut-être pas avoir des problèmes de performance, peut-être qu'on va pas y arriver, peut-être même que finalement, ce qu'il nous faudrait, c'est des zero knowledge proof qu'on mettrait sur la L1 et qu'on fasse tout le reste sur des L2 et finalement tout se passerait bien parce que finalement, c'est impossible. Il paraît évident qu'une couche de base décentralisée qui vérifie principalement les preuves à la manière des zero knowledge proof est la seule voie possible parce qu'on ne peut pas mettre tout le calcul du monde sur la chaîne principale. Et là, on a envie de lui dire à Uma, ouais, mais nous, on se rappelle que ce qui avait été dit à Vitalik Buterin au début, quand Ethereum n'existait pas encore, par les bitcoiners de l'époque, c'est « Mec, tu fumes du crack, tu vas pas pouvoir faire une L1 décentralisée qui accueille tout le calcul du monde. » Et ça a déjà échoué, et aujourd'hui ça paraît comme une évidence. Alors ils disent ça, voilà, c'est une évidence. Bah oui, c'est une évidence que, du coup, le projet principal, la raison pour laquelle Ethereum a été créé à la base, a échoué fondamentalement. Parce que mettre des hashes sur Bitcoin, qui seraient des preuves time-stampées, enfin des preuves temporelles qu'un zero knowledge proof a été créé à un certain moment, ça on peut déjà le faire sur Bitcoin. Donc on n'a pas besoin d'Ethereum pour ça. On n'a même pas besoin en réalité, pour faire ça là, pour faire ce qu'elle décrit, en fait on n'a pas besoin de smart contract. On peut tout simplement, aujourd'hui on enregistre des JPEG sur Bitcoin, je veux dire, donc on peut enregistrer des zero knowledge proof sur Bitcoin, on peut enregistrer des timestamps sur Bitcoin, des hashes de n'importe quel document pour prouver que ce document existait déjà à un moment X ou Y. Et dans ce document, on peut mettre n'importe quoi, y compris des zero knowledge proof. Bref, je vais pas essayer de rentrer énormément dans la technique, mais ce genre de tweet qui est maintenant commun dans la communauté Ethereum, vous faites tomber de votre chaise quand vous étiez là en 2017, puisque c'est un changement de discours à 100% où on sait que voilà, c'est foutu. Enfin, je veux dire, Ethereum a échoué. Il n'atteindra jamais son objectif principal. Mais, j'ai de la mémoire aussi. Je me rappelle de cette époque, l'époque du bull run précédent, où le narratif avait complètement changé et où on parlait de finance décentralisée. Mais dans finance décentralisée, il y a deux mots. Il y a décentralisé, on va voir que c'est un problème pour Ethereum à cause des stablecoins et d'un autre truc dont je parlerai après, mais il y a aussi finance. Et pour faire de la finance, eh bien, vous avez besoin de vous accrocher au monde réel. Vous avez besoin de mettre des actifs du monde réel sur la blockchain. Sinon, vous ne faites pas de la finance, vous jouez avec des chiffres, quoi. Vous voyez ? Il faut que l'actif qui soit sur la blockchain soit accroché à une valeur du monde réel. Pour faire cela, Bitcoin a une stratégie et pour faire cela, Ethereum a une autre stratégie. Alors, si vous voulez, pour pouvoir échanger de l'Ethereum contre de l'USD pour faire des trades Ethereum contre USD sur la blockchain Ethereum, il faut qu'il y ait des jetons qui représentent la valeur d'un USD sur la valeur d'Ethereum. Sur la blockchain Ethereum, c'est comme ça. Donc il y a en gros trois stratégies pour faire des stablecoins. Donc il y a le stablecoin centralisé, voilà, il y a une entité centralisée qui garantit la valeur de chaque jeton. Il y a la version, on va dire, pseudo-décentralisée, on va même pas rentrer là-dedans. Et puis il y a la version algorithmique.
Alors la version algorithmique, moi je me suis beaucoup intéressé. Et cette version algorithmique, moi je la crois possible en réalité. Hein, mais donc du coup, pendant ce fameux bull run là de 2020, j'étais extrêmement excité par le projet Terra Luna. J'en ai acheté très tôt et j'ai creusé ce sujet, je dirais pas au maximum, mais on va dire que c'était un projet que je connaissais très bien à l'époque. Tant et si bien que à peu près 1 an avant la catastrophe, j'étais convaincu que le projet irait à 0. C'est même, vous pouvez aller vérifier, la première vidéo de ma chaîne YouTube où j'explique comment et pourquoi, 8 mois avant la catastrophe, le projet Terra Luna irait à 0. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé et voilà. Et pourquoi ? Parce que ce stablecoin algorithmique était basé sur des hypothèses qui sont fausses et tôt ou tard, je ne sais pas en combien de temps, mais l'une de ces hypothèses n'allait plus être, on va dire, remplie, et donc du coup, il y allait avoir un dépeg, puis un effondrement. Alors, aujourd'hui, il se trouve que sur la blockchain Ethereum, il y a principalement des stablecoins centralisés. Vous avez USDT et USDC. Bon, là, c'est carrément des entreprises qui émettent des jetons et qui ont pour chaque jeton, dans leur compte en banque, des dollars américains sous des formes diverses. Soit du cash, soit ils ont acheté de la dette à court terme et ils gagnent un taux d'intérêt sur cette dette et c'est même leur business plan. Qui gagnent un taux d'intérêt sur ces 117 milliards USDT, donc ils font beaucoup d'argent. Et en échange de ça, si vous allez les voir et que vous dites à USDT, j'ai 1 million, j'ai 10 millions de jetons USDT, je voudrais revoir mon argent, et ils vous rendent l'argent. Et si vous avez par exemple 10 millions de dollars et vous dites bonjour USDT, voici j'ai 10 millions de dollars, je vous les donne. Donnez-moi des jetons USDT en échange. Ils disent pas de problème monsieur, voici ils créent des jetons comme ça là, tac tac avec leur clavier, tac tac, ils tapent sur le clavier, hop, ils créent des jetons et ils prennent vos dollars et ils les font travailler. Vous faites ce que vous voulez avec vos jetons sur la blockchain. Ce phénomène, c'est ce que vous allez voir là. En plus zoomé, ce serait mieux. Un peu plus zoomé encore, s'il te plaît. Voilà, là, vous voyez, quand la market cap, elle baisse, c'est-à-dire qu'ils ont détruit des jetons, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont arrivés avec des jetons qui leur disent « rendez-moi l'argent ». Et puis quand la market cap monte, c'est-à-dire la plupart du temps, là, c'est l'inverse. C'est des gens qui arrivent avec de l'argent qui leur disent « bonjour, je voudrais des jetons ». Voilà. C'est ça qu'ils font. Alors, c'est fascinant. C'est super, mais le problème, c'est que c'est extrêmement centralisé. C'est que si quelqu'un s'attaque à cette entreprise, d'un point de vue juridique ou physique, cette entreprise va être obligée de respecter la loi, sinon ses fondateurs vont en tôle. Alors, est-ce que ça arrive que le gouvernement américain, par exemple, s'attaque à des gens de la crypto parce qu'il y a des choses qui se passent sur le réseau qu'ils n'aiment pas? Oui, on a la fameuse affaire de Tornado Cash où le pauvre Alexis Pertsave a créé, si vous voulez, un protocole sur Ethereum qui permettait on va dire, de protéger un peu sa vie privée. Le gouvernement américain a détesté cette idée et c'est la tôle. Alors, ce type-là vivait, il me semble, en Hollande. C'est un mec qui vivait à Amsterdam, à Deutsch, on nous dit ici, et on l'accuse d'avoir fait, parce qu'il a publié gratuitement du code sur Internet, et ce code, il y a d'autres gens qui l'ont utilisé tout simplement, et on le dit, tu as fait du blanchiment d'argent à hauteur de plus de 2 milliards d'euros. Vous voyez, c'est ça qui est marqué, quoi. C'est assez incroyable. Et donc là, il est en tôle
Pourquoi ? Parce que le gouvernement de Hollande a dit au gouvernement américain, bah, y a pas de problème, les gars, vous aimez pas Alexis Pertsev, on le met en tôle. Et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'ils ont une extraterritorialité du droit qui leur permettent d'aller chercher un mec en Hollande et de le foutre en tôle. Mais pas seulement. Au Portugal aussi, apparemment, puisque vous voyez qu'il y a des gens là qui avaient fait un wallet qui était aussi de la protection de la vie privée, qui s'appelle Samurai Wallet. C'est écrit ici, vous voyez, sur Bitcoin, là. Et ce wallet, ils l'aiment pas. Ils sont allés chercher les mecs. Ils ont fermé leur site internet, là. Comme vous voyez, c'est une capture de site internet une fois qu'ils l'ont eu fermé. Et puis, ces types-là, il y en avait un qui était au Portugal, il y en avait un qui était je sais pas où. Ils les ont mis en tôle et puis c'est tout, quoi. Alors là, peut-être ils vont ressortir, j'ai pas tous les détails du cas en tête. Mais voilà, ils peuvent aller vous chercher dans n'importe quel pays occidental et vous foutre au trou, et puis c'est tout. Donc, ces histoires de single point of failure, de points faibles, elles sont très 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 importantes. Donc USDT, si jamais il y a Janet Yellen qui les appelle et qui leur dit, écoutez, là il y a un utilisateur qu'on n'aime pas, il est pas gentil, il est pas beau, il a fait un truc qu'on n'aime pas, peut-être il est iranien, irakien, peut-être qu'il est sud-coréen, peut-être qu'il est chinois, peut-être qu'il est portugais, peut-être qu'il on sait pas qui il est, quoi. Peut-être qu'il est qui vit en Hollande, c'est un gars d'Amsterdam, un gars de Paris, peu importe où il se trouve dans le monde. Lui, là, vous allez geler son wallet. Et en appuyant sur un bouton, USDT prend les USDT qui sont dans votre portefeuille et les gèle. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus ni les envoyer, ni faire quoi que ce soit avec. Donc du coup, c'est comme si vous les avez plus finalement. Et eux, ils respectent le gouvernement américain parce qu'ils ne veulent pas aller en tôle, en fait. Vous comprenez ? Et donc du coup... qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que si vous avez une blockchain comme ça, qui suit son cours, et que vous voulez faire un soft fork, parce que vous en avez marre que le gouvernement américain fasse des choses sur votre blockchain, qu'est-ce qui va se passer pour les stablecoins ? L'entreprise USDT, elle va pas pouvoir garantir les deux blockchains. Sinon, ça voudrait dire que tout à coup, elle devrait garantir 2 fois plus de valeur qu'elle n'a jamais reçue. Donc USDT va choisir une des deux blockchains. Quelle blockchain vont-ils choisir ? Ils vont choisir celle que le gouvernement américain approuve. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que c'est un point faible, un single point of failure. Donc du coup, c'est quelque part le gouvernement américain qui choisit quel soft fork USDT va choisir. Et je rappelle, il y en a pour 117 milliards, plus 34 milliards avec USDC, etc., etc. Donc ça, c'est colossal, si vous voulez. Alors après, on pourrait aller plus loin sur des inquiétudes qu'on pourrait avoir par rapport à USDC concernant les révélations de Cantor Fitzgerald à la conférence de Bitcoin de Nashville. Celle, vous savez, où Trump s'est exprimé également. On pourrait aller dans le détail de DAI, etc. On pourrait aller dans le détail de plein de choses. Mais moi, je vous le dis, si vous voulez faire des trades sur Uniswap et qu'il n'y a plus d'USDT, plus d'USDC, ça devient pas possible. Et ça devient tellement pas possible que vont choisir, du coup, les exchanges, est-ce qu'ils vont choisir, une fois que vous aurez fait un fork de la blockchain Ethereum, et que les Américains auront choisi cette blockchain-là, c'est celle où il y a les USDT par exemple, vous allez dupliquer tous les jetons. Tous les deux jetons, donc les jetons Ethereum, les jetons Link, les jetons PP de Frog, les jetons ce que vous voulez, ils vont exister sur les deux blockchains. Donc vous allez avoir la version legacy des jetons PP de Frog par exemple, et la version
on va dire, USA, Ethereum choisi par les USA, de Pepe de Frog. Donc du coup, évidemment, les exchanges vont choisir celle des deux blockchains qui a le plus d'utilité, ou que les utilisateurs vont choisir de toute façon. Les gens vont pas dire je renonce à mes USDT, je renonce à 117 milliards de value, je vais utiliser la blockchain où il n'y a pas d'USDT. Ça n'a pas de sens. C'est sûr et certain que juste par ce fait, on pourrait aller beaucoup plus loin dans la logique, on pourrait raisonner plus en profondeur, mais juste par ce fait, le User Active Soft Fork est perdu d'avance. Et donc du coup, c'est les Américains qui contrôlent la blockchain Ethereum juste à cause de ça. Maintenant, moi ça je le savais en 2020, je le savais en 2021, je le savais en 2022, je le savais en 2023, je le savais en 2024. Pourquoi j'ai attendu 2024 pour vendre ? Eh ben, parce que déjà, on va le voir, la market cap de... Pourquoi je mets log là ? Je sais pas, max. La market cap de... J'ai cliqué sur un truc là, j'ai cliqué sur log, ouais, voilà. Ouais, bon, tu as un log, pourquoi pas. On va le mettre en logarithmique, pourquoi pas. Vous voyez, la market cap de USDT, elle grossit petit à petit, mais en 2018, finalement, elle était à 2 milliards, vous voyez. 2 milliards et 100 milliards, c'est pas la même chose, vous voyez. C'est sûr que je considère qu'aujourd'hui, leur avance est quasiment irrattrapable. Et je pense que peut-être qu'un jour, cette avance sera rattrapée, et pour l'instant, je la vois pas, vous voyez. Je la vois pas. Alors bien sûr, tous les USDT ne sont pas sur la blockchain Ethereum, je vous vois venir. Toute proportion égale par ailleurs, on va dire, vous voyez. Donc on va pas rentrer dans les détails des chiffres, des machins, des trucs. Moi, je l'ai fait ce détail, mais là, j'essaie de vous donner une vulgarisation de toute la pensée. Donc effectivement, je vais aller... on va dire que je vais couper un petit peu les coins à des moments. Je vais pas être très précis sur ce que je dis, mais en gros, l'idée générale, vous la comprenez. L'idée générale, c'est il y a un problème de gouvernance sur Ethereum. Alors maintenant, vous allez me dire oui, mais il y a quand même, et tu en as beaucoup parlé, Laurent, il y a quand même GHO. On va regarder GHO. C'est très intéressant, GHO. Tiens, est-ce que je peux faire pause là ? Donc GHO est un stablecoin algorithmique. Très intéressant. Vous allez le voir, il existe depuis environ de mi-juillet, vous voyez. Et il a une market cap qui monte en flèche. Très honnêtement, on a eu jusqu'à mars-avril, un départ timide, et là récemment, cet été, on est passé de 40 millions à plus de 100 millions, 120 millions de market cap. Et de quoi est-il fait ? Il est fait d'un collatéral qui est en ligne, donc exactement ce qu'on veut. Il est fait d'un collatéral qui est découpé comme suit. Ici, vous voyez tout le détail, et ici, vous voyez les catégories. Donc, la majeure partie de son collatéral, comme vous pouvez le voir, c'est de l'Ethereum. Il y en a une partie en stablecoin, une partie en BTC. Et alors là, j'imagine qu'on parle de version BTC qui se trouve directement sur la blockchain Ethereum de manière wrap. Donc, quelque chose qui est susceptible d'être attaqué par le gouvernement américain en tout cas. Et puis, Others. Alors, dans Others, vous allez voir différents actifs, comme par exemple du Link, principalement. Il y a peut-être d'autres trucs, je ne sais pas exactement. Donc, vous voyez...
Vous voyez que c'est intéressant quand même. Vous voyez que sur les 100 et quelques millions de dollars, il y a environ 51 millions de dollars 51 millions de dollars, voilà, la totale du collatéral. Alors total 103 millions de dollars. Donc là c'est le 24 août. Alors pourquoi il n'y a que 103 millions de dollars de collatéral alors que le machin a 120 millions de market cap? C'est bizarre, ils sont censés avoir minted 102. Bon alors ils ont mint, donc bon alors écoutez, c'est très simple, CoinMarketCap raconte n'importe quoi, enfin là en l'occurrence CoinGecko, en réalité ils ont seulement, bah non pourtant non, ils disent qu'ils ont 120 millions de market cap alors qu'ils ont minté 102 jetons. Je ne comprends rien. Voilà. En direct, là, on est dans les conditions du direct dans mes vidéos. Donc je ne comprends pas exactement pourquoi il y a seulement 102 millions de jetons qui ont été émis et qu'on a $1 environ par jeton et que cependant la market cap est à 120 millions. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Mais bon. Normalement, ils ont le collatéral suffisant. Le collatéral, c'est environ 103 millions, très bien. Et on voit que dans leur collatéral, il y a 22 millions en stablecoin. Donc, a priori, le machin avant était, on va dire, over-collateralized. Et là, parce que j'ai pas trop suivi depuis un peu plus de 2 mois ce projet, j'ai un peu lâché. Parce que tout simplement, la market cap est si petite que ça deviendra significatif quand, honnêtement, tant qu'ils n'ont pas atteint, si vous voulez, le niveau de au moins DAI, ils font pas de l'ombre à USDT, USDC, quoi. Ils ne changent pas tant qu'ils n'ont pas atteint une masse critique suffisante, ils ne changent pas le game, on va dire, de USDT, USDC et du soft fork et de la gouvernance d'Ethereum. Donc peut-être qu'ils y arriveront un jour. Avant, le machin était over-collateralized, là maintenant, ça a l'air d'être plus... Ils ont dû faire des changements, si vous voulez. Ils ont dû faire des changements pour faire décoller leur market cap. Je sais pas comment ils sont débrouillés, je suis pas au courant des dernières nouvelles de GHO, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, étant donné leur taille, ils sont insignifiants par rapport à la gouvernance d'Ethereum pour le moment. Si un jour je vois GHO arriver à 5 milliards de dollars ou à 10 milliards de dollars, là, je vais commencer à regarder précisément comment le machin est collatéralisé, je vais commencer à vraiment me réintéresser à ce projet énormément et à me demander si les courbes vont se croiser et si à un moment donné GHO, c'est-à-dire un stablecoin basé sur un money market décentralisé totalement, peut offrir à Ethereum une possibilité éventuelle de résister aux États-Unis et à leur prise de contrôle total sur SDT et USDC. Et donc du coup, permettre au réseau Ethereum une gouvernance qui ne soit pas contrôlée par les États-Unis. Bon, alors ça, c'était le premier point de la gouvernance. Le deuxième point de la gouvernance, je vous ai promis un long métrage, je vous ai pas menti. Donc, le deuxième point de la gouvernance, ça va être l'affaire MevWatch. Alors, vous êtes au courant, vous n'êtes pas au courant, mais à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que une fois que Ethereum était passé en Proof of Stake, je ne vais pas faire un débat Proof of Work, Proof of Stake. Je veux dire, ça, c'est des vidéos qui ont été faites par beaucoup de gens, il y a énormément de contenu sur Internet. Je ne vais pas rajouter ça. J'imagine que vous êtes déjà au courant du débat Proof of Work, Proof of Stake. Donc on ne va pas rentrer là-dedans. Là, ce qu'on va regarder, si vous voulez, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne et qui n'est pas beaucoup couvert en ce moment, je trouve. C'est l'affaire OFAC. Alors déjà, qu'est-ce que l'OFAC ? L'OFAC, c'est l'Office of Foreign Asset Control. Vous pouvez lire la page Wikipédia, elle est très
peu étayé. Vous pouvez aller lire la version peut-être anglophone de la page Wikipédia si vous connaissez l'anglais. Là aussi, elle est pas très très détaillée, mais sachez que le titre, ça appartient en gros au département du Trésor américain. Donc c'est sous le contrôle du ministère des Finances, donc sous le contrôle de Janet Yellen. Et si vous traduisez mot à mot via Google Trad, ça veut dire bureau de contrôle des avoirs étrangers. Les États-Unis veulent contrôler les avoirs étrangers. Ok, pourquoi pas. Donc du coup, c'est eux en fait, c'est eux qui émettent des lois sur tout ce qui est sanctions, embargo de Cuba, ce genre de choses, quoi. Et les sanctions qui ont été faites contre les Russes, c'est probablement eux qui se sont occupés, etc. Mais en tout cas, c'est eux qui se sont occupés, par exemple, de ce pauvre Alex Persave ou de Rodriguez et Hill qui sont derrière Tornado Cash. Vous voyez. C'est eux qui s'occupent un peu de tout ça. Et puis un jour, ils ont dit, bon, il est interdit de faire ceci, cela sur la blockchain, et ils peuvent changer ce papier à tout moment. Hein. Et il est interdit de faire ceci, cela sur la blockchain. Et donc du coup, nous demandons aux nœuds qui sont contrôlés par des Américains, dans un premier temps, de respecter ces directives. Et donc du coup, maintenant, vous avez un type de nœud qui va accepter, par exemple, qui va accepter les instructions qui proviennent du smart contract de Tornado Cash, puisque ce smart contract, on ne peut pas vraiment le retirer de la blockchain, et puis vous avez des nœuds qui vont les ignorer, quoi, qui ne vont pas les ajouter dans les blocs. Et donc du coup, les nœuds qui respectent les directives de Janet Yellen, on appelle ça des nœuds OFAC compliant, donc qui respectent l'OFAC, et les nœuds qui ne respectent pas l'OFAC, donc qui s'ils voient une transaction Tornado Cash, ils la publient. Ils sont donc du coup c'est d'autres, ils sont en vert. Donc les rouges, c'est ceux qui respectent Janet Yellen, les verts, c'est ceux qui respectent pas Janet Yellen, et les gris, quelque part, ils respectent pas ce que dit Janet Yellen parce que de toute façon, ils ont pas ce petit logiciel là, MEVBoost, qui permettrait de le faire. Ils ont balancé le truc comme ça, en s'en occupant pas trop, manifestement. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est résumé par ce magnifique graphique ici. Donc ici, vous voyez ce qui se passe depuis, par exemple, un jour. Donc là, vous voyez qu'en ce moment, il y a 49% des nœuds qui sont OFAC compliant, et il y en a 38% qui sont non-MEVBoost. C'est assez étonnant. Moi, je dirais que ceux-là qui sont non-MEVBoost, c'est ceux qui sont pas détectés par ce logiciel en réalité. Peut-être qu'ils font des choses. Parce que vous voyez que ici, là, il y a un effondrement des nœuds MEVBoost. Alors, on ne sait pas pourquoi. Hein. J'ai pas assez suivi le minage sur Ethereum. Peut-être que vous avez la réponse. Moi, mon interprétation, mon instinct me dit ce logiciel n'arrive plus à détecter certains des nœuds MEVBoost. En tout cas, il arrive à détecter ceux qui sont OFAC compliant plutôt bien. Et on voit que ce qui s'est passé, il y a eu un énorme respect de Janet Yellen au début. Puis ensuite, on a commencé à moins bien la respecter. Et puis maintenant, là, il y a une tendance on la respecte de plus en plus. En tout cas, il y a à peu près la moitié du réseau qui respecte Janet Yellen et l'autre moitié qui ne la respecte pas. Donc c'est quand même un levier sur le réseau, mais c'est un levier assez pauvre. En fait, elle emmerde certains nœuds, puisque de toute façon, ces transactions finissent par passer. Sauf que elle peut là mesurer à tout moment qui respecte ce qu'elle dit et qui ne respecte pas ce qu'elle dit. Et surtout, elle peut changer ce qui a marqué sur le paplard.
elle peut changer à tout moment ce qui est marqué sur ce papier et dire alors non seulement vous n'allez pas accepter cette transaction, mais vous n'avez pas accepté les blocs des gens qui ne respectent pas cette transaction. Et alors en fait, elle a le pouvoir à tout moment en fait de faire un user activated soft fork. Et que se passera-t-il au moment où elle aura fait cette user activated soft fork? Eh ben, il se passera ça. Il se passera, les stablecoins vont prendre le contrôle en fait. Donc en fait, quand vous combinez ces deux leviers de Janet Yellen, vous avez à la fois, elle peut mesurer sa puissance en termes de user activity soft fork, mais même si elle avait 30%, bah c'est déclenchable hein, avec 30% des nœuds, un soft fork, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que l'autre moitié du réseau va choisir? Il va choisir de continuer de miner des nœuds, des Ethereum sur une chaîne qui n'a pas l'USDT USDC, donc du coup qui n'a pas AAVE, donc du coup qui n'a pas une version utilisable de Uniswap. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer que Janet va gagner, quoi. Là, si vous voulez, quand vous remettez en perspective ces deux choses-là, ces deux points-là de la gouvernance d'Ethereum, vous voyez que Janet Yellen a le total contrôle sur la blockchain Ethereum. Point barre. C'est pour ça que quand on me parle de décentralisation des nœuds Ethereum, quand on me parle de tout ça, en fait, c'est hors sujet. C'est quand on me dit le proof of stake vs proof of work, machin, tout ça c'est hors sujet en fait. C'est hors sujet parce que le sujet est plus grave que ça. Le problème d'Ethereum est plus profond et plus grave. Il faut régler le problème des stablecoins sur Ethereum. Sinon, non seulement on n'aura pas un ordinateur mondial, mais on n'aura pas de finances décentralisées. Vous voyez le problème un petit peu? Donc là, on est sur quelque chose de gravissime. Donc du coup, Ethereum n'est plus une crypto-monnaie ou un réseau crypto qui permet de faire de la finance décentralisée. Mais alors c'est quoi? Eh ben, c'est de la fintech. Ethereum est devenu une fintech, un logiciel de finance, un framework de finance, au même titre que la base de données qui fait tourner le Nasdaq, au même titre que la base de données qui fait tourner la bourse de Tokyo. Voilà, c'est de la fintech. Alors, c'est pas inintéressant, la fintech. On peut investir dans la fintech. On peut penser que la fintech, c'est l'avenir de la finance du monde. Et d'ailleurs, c'est probablement le cas. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de stablecoin décentralisé, en fait, tant qu'on n'aura pas résolu plus généralement encore le problème des assets synthétiques sur des réseaux décentralisés. Vaste programme. Alors il y a des gens qui y travaillent, hein. Il y a plein de trucs intéressants qui se font. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai vendu mes Ethereum. Donc je reste concentré là-dessus. Mais si vous voulez, ce qu'on peut dire précisément, c'est Ethereum est contrôlé par les États-Unis. Par conséquent, ce n'est plus de la finance décentralisée, c'est de la finance concentrée, c'est de la finance contrôlée par les États-Unis. Et donc, du coup, c'est un projet fintech qu'il faut analyser en tant que tel. Et mes espoirs pendant des années et des années qu'on parvienne à contrôler cela sont tombés à zéro, en fait. Je pense pas qu'on va y arriver sur la blockchain Ethereum. Mais peut-être qu'on y arrivera un jour si vous voulez. Donc moi je vais continuer de suivre de très près le sujet des stablecoins parce que c'est le nœud du problème. Le jour où il y a un stablecoin décentralisé qui survivrait à un user activated soft fork, ça veut dire qu'en cas de soft fork, on aurait une blockchain avec d'un côté ce stablecoin décentralisé, si vous voulez, et de l'autre côté, un autre stablecoin décentralisé, qui est en fait le même, mais sur la blockchain concurrente, qui survivrait ou pas au stress d'être sur une nouvelle blockchain dont le coin va perdre certainement beaucoup de valeur au début. Et s'il y survit, eh bien, à ce moment-là,
on aurait une blockchain avec des actifs centralisés, une blockchain avec des actifs réellement décentralisés là pour le coup, qui se serait débarrassé du USDT en quelque sorte, et ça fleurerait bon, je me tire une balle dans le pied si jamais je déclenche un UASF. Et donc du coup, tout à coup, Janet Yellen perdrait son contrôle sur Ethereum, vous voyez. Et pour l'instant, on en est loin, très loin. Les tentatives ici et là de stablecoin qu'on a, je ne sais pas si elles survivraient à un User Activated Soft Fork. Pour le cas de GHO, je pense que non. Parce que tout simplement, AAVE est contrôlé par une DAO dont les employés sont physiquement connus. Et je pense que la DAO je pense sincèrement que la DAO de AAVE ne ferait pas le choix de la chaîne alternative et ferait le choix de la chaîne dans laquelle se trouvent USDT, USDC, etc., parce que ça représente une grande partie de leurs revenus, donc c'est leurs intérêts aussi. Bref, il y a de grandes chances que ça foire, vous voyez, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Donc pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de sérieux au niveau, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui fait plusieurs milliards, c'est-à-dire quelques pourcents au moins de Ethereum, parce que là, si vous faites 10 milliards, vous faites 10%, pas de Ethereum, si vous faites tant que vous ne faites pas quelques pourcents de USDT, c'est-à-dire plusieurs milliards quand même, bah, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de possibilité de reprendre le contrôle de la gouvernance sur Ethereum par les utilisateurs. Il n'y a pas de possibilité que les utilisateurs disent « Ouais, la blockchain dans laquelle il y a USDT, dans laquelle que les Américains contrôlent, qu'ils aillent se faire mettre. Moi, je reste sur l'autre. Non, je vais aller sur celle qui est libre. » Ils n'ont pas le choix de la liberté, les gens là. Ils vont se prendre une clé de bras et puis ils vont fermer leur petite bouille, quoi. C'est tout. Donc USDT, c'est donc Ethereum, c'est de la fintech. Maintenant, est-ce que Ethereum est le meilleur projet fintech? Parce que finalement, on va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu les catégories là de CoinGecko. On va essayer de trouver les L1. Et les L1, Ethereum, c'est de la fintech, on l'a vu. BNB, il se trouve dans la même situation, en fait. Solana, il se trouve dans la même situation. Toncoin, il se trouve dans la situation. Tron, on ne peut pas en parler. C'est l'axe du mal, en fait. Tron, c'est Justin Sun. C'est l'enfer, en fait. Là, on est à un niveau... Bon, bref. Tous les projets de L1 qui sont, je parle même pas des L2 parce que là c'est ultra centralisé, là c'est vraiment de la fintech, hein. Il y a même pas de débat. Enfin, je veux dire, si vous commencez à débattre avec quelqu'un qui vous dit qu'une L2 c'est pas de la fintech, hein. Je veux dire, là on est dans l'arnaque intellectuelle, là on est dans la mauvaise foi, si vous voulez. Bon, donc là on est sur des trucs qui sont, d'après moi, pour les raisons que je viens d'évoquer, de la fintech. Et donc du coup, donc si vous avez envie d'investir dans la fintech, moi j'avais de l'investissement dans Ethereum par exemple, autant choisir le meilleur projet fintech. Et Ethereum, je suis désolé, mais quitte à choisir un projet fintech, je pense que BNB et Ethereum probablement ont des performances comparables, mais BNB est quand même vachement contrôlé par une entreprise en particulier qui est Binance. Du moins, c'est dans le nom, quoi. Mais bon, j'ai pas vraiment creusé le sujet pour dire quel est le mieux des deux. En fait, je m'en fous. Enfin, je pense que Ethereum est meilleur. Tout simplement parce que Ethereum a ce qu'on appelle un first mover advantage. Donc, c'est eux qui se sont lancés en premier. Donc, du coup, ils ont de l'avance dans plein de domaines, notamment les liquidités qui s'y trouvent.
Et donc ça, pour la finance, c'est un énorme avantage. Et donc du coup, c'est sûr que BNB est moins bien. Maintenant, entre Ethereum et Solana, est-ce que c'est mieux une L1 qui est capable d'encaisser pas mal de transactions, ou est-ce que c'est mieux Ethereum, c'est-à-dire une L1 dont il faudrait, d'après Uma, et je suis d'accord avec Uma, finalement enregistrer des états de la L2 pour prouver que la L2 à un moment X ou Y était dans tel ou tel état et que ce soit infalsifiable, ou bien ce qu'on peut d'ailleurs faire sur Bitcoin. En fait, on n'a pas besoin d'Ethereum pour ça, et donc du coup Ethereum devient la complète. En fait, si on part du paradigme de Uma et qu'on connaît un petit peu la technologie, on a envie de dire à Uma, ça sert à quoi les smart contracts, hein? Et deux, pourquoi Ethereum plutôt que Bitcoin? Bitcoin est plus décentralisé, on n'a pas besoin de ta merde en fait. On a envie de te dire, on n'a qu'à conserver l'état des wallets des stablecoins dans une L2, et puis dans la L1, on fait un hash de l'état des wallets, on la publie dans la L1 toutes les 10 minutes, et puis ça suffit bien en fait. Donc on peut faire de la fintech avec un ordinateur centralisé à la Optimism, ou parce que les Optimism, les Arbitrum, tous ces machins, c'est une base de données en fait, le machin, c'est un MySQL, c'est une base de données sur un PC de quelqu'un, quoi. J'exagère à peine. C'est des séquenceurs. Enfin, allez regarder la technologie si vous avez un background d'ingénieur et que vous êtes capable de lire et comprendre ce que c'est qu'une structure comme ça. Franchement, c'est un PC et ils ont mis une étiquette dessus, ils ont marqué réseau décentralisé L2, quoi. C'est pas décentralisé, c'est pas un réseau, quoi. C'est une blague. Bref, donc du coup, au moins Ethereum, c'est quand même un réseau. Bon, bref. Donc du coup, on a envie de se dire, oui, alors, parmi tous ces trucs-là, quelle est la meilleure fintech ? Est-ce que c'est Solana qui a encore la prétention de faire des choses sur la L1, ou est-ce que c'est Ethereum qui, dès une montée en charge significative, ne va plus pouvoir tenir le choc, va avoir des frais de transaction à 200 balles et finalement devient intéressant uniquement pour des grosses boîtes, genre une banque, elle s'en fout de payer 200 balles de frais de transaction, vous voyez. Ou est-ce que on a envie de plus parier sur Solana, qui elle n'a pas le first mover advantage, mais qui a bien d'autres avantages technologiques? Eh bien, moi, à mon avis, à long terme, Solana est une meilleure technologie qu'Ethereum. Je pense que ces histoires de L2, ça fait une structure qui est plus compliquée pour pas grand-chose. Et en réalité, je vais même aller plus loin que ça. C'est une réflexion que j'ai entendue quelque part, qui n'est pas de moi, où en fait, qui est très vrai parce que c'est mon expérience moi-même de développeur informatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a l'opportunité de créer un nouveau projet à partir de rien, de faire table rase, de dire je crée le projet, là je vais cliquer nouveau projet dans mon environnement de développement, on a un désavantage, c'est qu'il y a plein de trucs qui n'existent pas et qu'on va devoir refaire. Mais on a un énorme avantage, c'est qu'on n'a pas une dette technologique. C'est-à-dire que toutes nos erreurs du passé, elles n'existent pas vu qu'on n'a pas de passé. Ethereum a beaucoup d'erreurs du passé accumulées dans son code, et donc du coup, on est obligé de faire avec le passé, si vous voulez. On ne peut pas mettre Ethereum au niveau de Solana sur certains trucs, parce qu'il y a des choix qui ont été faits par le passé qu'on se coltine, vous voyez ? Et pour s'en débarrasser, ça va être un travail énorme. Et donc du coup, repartir à zéro et faire Solana, ça fait qu'on obtient un réseau qui est plus performant, quoi. Tout simplement. Mais c'est vrai pour Solana aussi. Si demain il y a un mec qui se lance, il va peut-être pouvoir faire mieux que Solana, parce que du réseau de Solana, on a pu comprendre qu'il y a certains choix qui ont été faits qui sont peut-être pas les meilleurs, et on va peut-être pouvoir faire mieux que Solana. Et ça, c'est vrai quasiment infiniment, jusqu'à ce qu'on arrive aux limites des compréhensions des meilleurs ingénieurs de la planète, vous voyez.
Donc est-ce que Solana est indépassable? J'en sais rien. Au bout d'un moment, il y aura un réseau indépassable qui sera le plus performant candidat de la fintech. Vous voyez? Bon, Solana est extrêmement contrôlable par les États-Unis, hein. Ne serait-ce que la fondation Solana se trouve en Californie et qu'elle peut mettre tout le monde en tôle. Hein. Vous voyez un peu le délire. Elle peut mettre tout le monde en tôle, c'est pas des conneries. Elle peut mettre des gens en tôle pour ça. Hein. Voilà. Donc finalement, j'ai envie de dire pour l'instant, peut-être même que Avalanche, à long terme, est mieux qu'Ethereum parce que c'est une tech qui va un peu plus vite, etc. Quoi. Il y a des subnets, il y a des choses qui existent, voilà. Alors, elle est pour l'instant très inférieure parce qu'il n'y a pas toute cette liquidité qui existe sur Ethereum, il n'y a pas toute cette peut-être communauté qui existe sur Ethereum, mais vous voyez le délire. Donc je sais pas, peut-être que Kaspa fera mieux, j'en sais rien. Vous voyez, Kaspa, je sais même pas s'ils ont des smart contracts. J'avais regardé un petit peu, c'est une sorte de DAG en fait. C'est bon, mais peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous regardez tout ça avec un œil neuf et que vous considérez et que vous considérez que ce n'est pas de la crypto, et donc vous allez me dire oui mais Ethereum c'est plus décentralisé que Solana, ça n'a aucun... C'est pas un argument. C'est pas un argument parce que Ethereum est déjà contrôlé par les États-Unis. Donc c'est pas un argument. Donc vous n'allez pas avoir les Russes ou les Iraniens ou les Irakiens qui vont aller sur Ethereum. Ça arrivera jamais. Parce qu'ils sont pas mongoliens les mecs. Ils ont des conseillers qui sont plus intelligents que moi, qui ont compris le délire, vous voyez. Les Nord-Coréens, ils vont pas aller sur Ethereum, vous voyez. Les Nord-Coréens, ils vont pas aller sur Ethereum pour échanger avec les Russes ou les Irakiens ou les Iraniens. Ils vont pas faire ça. C'est parce que c'est pas un réseau décentralisé, vous voyez. Faites cette expérience de pensée. Vous êtes le président de la Corée du Nord. Est-ce que vous allez envoyer des USDT ou recevoir des USDT en échange de trucs que vous auriez produits d'un partenaire international? Non. Vous pouvez utiliser Bitcoin par contre. Là, ça passe. Vous pouvez pas utiliser Ethereum. Si vous êtes honnête et si vous avez compris ce que je vous ai dit, déjà vos USDT vous les faites geler. Bon alors admettons des Ethers alors. Des Ethers, à tout moment, Janet, si vous faites un peu ça trop souvent, elle va forquer la chaîne. Hein. C'est fini après. C'est fini. Ouais, donc vous pouvez pas utiliser ça. C'est de la merde en fait. Enfin c'est pas que c'est de la merde, c'est que c'est bien comme fintech. Voilà, donc on a fini le sujet de la gouvernance, maintenant on a fini le sujet de la concurrence, maintenant on va passer au sujet de la concurrence, de la performance, on va regarder un peu le graphe. Alors il y a des points intéressants sur le graphe sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Vous savez que il y a une théorie que j'aime bien, qui est vraie ou pas vraie, on verra, qui dit que finalement les cycles crypto sont rythmés par les halvings, donc ils ont des cycles de 4 ans. On peut penser aussi que ce cycle de 4 ans en fait est rythmé par la liquidité et par le calendrier électoral américain qui tombe la même année en fait. On peut imaginer pas mal de raisons pour lesquelles le cycle crypto dure environ 4 ans. Et pourquoi pas? Alors là, on a le graphique de Ethereum contre Bitcoin. Donc il n'y a pas de dollar américain dans ce graphique, si vous voulez. Donc quand la valeur monte, ça veut dire que Ethereum prend de la valeur par rapport à Bitcoin, et quand la valeur descend, ça veut dire que Ethereum perd de la valeur par rapport à Bitcoin. Donc là, je vous ai mis en vert l'Ethereum Season 2020-2021.
Donc pendant 2 ans, donc de décembre 2019 à novembre 2021, on a eu un Ethereum qui a surperformé Bitcoin, qui a fait un x4 par rapport à Bitcoin. Donc il valait bien mieux avoir de l'Ethereum dans son wallet à ce moment-là que d'avoir du Bitcoin, si on était capable de vendre le top. Si on était capable d'acheter le bottom et de vendre le top, ce qui est très 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 difficile. Hein. Mais voilà, c'est une période de 2 ans dans laquelle il y a eu une performance meilleure de la part d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Et ça, on appelle ça communément l'Ethereum Season. Et moi, si vous voulez, jusqu'à très très récemment, j'ai imaginé que certes, Ethereum avait ses problèmes de gouvernance, certes, Ethereum avait ses problèmes de performance, mais que le marché l'avait pas compris ça. Et que le marché allait nous faire une nouvelle Ethereum Season. Alors je pense toujours que le marché va nous faire certainement une Ethereum Season et qu'il y a un moment donné où il va y avoir peut-être plusieurs mois consécutifs où il va y avoir une sorte de folie des altcoins, de folie des L1, etc. Et que peut-être que pendant ce moment-là, s'il existe ce moment-là, ce qui n'est pas garanti sur facture, eh bien, nous allons voir Ethereum surperformer Bitcoin et toute la communauté Ethereum organiser des feux d'artifice, faire des roulades avant, roulades arrière de joie en fait. Hein. Mais pour le moment, je voudrais quand même noter les différences entre ce cycle et le cycle précédent pour vous dire que oui, this time is different. Cette fois, c'est différent. Alors généralement, on sort cette image pour se moquer des gens qui n'ont pas la foi dans les cycles financiers de la crypto. Mais là, cette fois-ci, c'est réellement différent et on peut le constater sur le graphique. Alors, voyons ce qui se passe. Et bien, ce qui se passe, c'est que pendant le bear market, effectivement, ce n'est pas un secret, Bitcoin performe mieux, c'est-à-dire descend moins vite et moins fort que la plupart des altcoins. Donc du coup, Bitcoin prend de la valeur par rapport aux altcoins. Ça veut pas dire qu'il prend de la valeur, il perd de la valeur, mais il descend moins vite. Du coup, les altcoins descendent encore plus vite, donc du coup, c'est la raison pour laquelle là le graphique descend. Et on voit quand même que voilà, il y a une longue tendance baissière, mais que à un moment, paf, cette tendance baissière est cassée, puis vient le halving, et puis voilà, il y a des hauts et des bas, mais ça performe. Et c'est ça l'Ethereum Season en fait. Il y a le point bas de BTC, donc là BTC, de là à là, si vous voulez, BTC tombe moins vite et moins fort que Ethereum, puis de là à là, BTC monte plus vite que Ethereum au début, puis tout à coup, Ethereum se met à monter plus vite. Mais il se met à monter plus vite avant le halving. Et là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu un truc totalement différent. Hop. On a vu la tendance baissière, si vous voulez, le point bas de BTC, donc BTC qui se met à remonter, Ethereum aussi d'ailleurs, qui se met à remonter, mais moins vite que Bitcoin, donc du coup, BTC est toujours plus performant que Bitcoin. 1 test, 2 tests, 3 tests, 4, 5, 6 tests de cette tendance baissière, mais ça passe pas, ça continue d'être baissier. Et là, ce qui peut inquiéter les gens, c'est que le halving a déjà eu lieu. Donc on aurait dû casser cette tendance baissière avant. On aurait dû déjà commencer l'Ethereum Season. Le point bas devrait être derrière nous au moment du halving. Et le halving, c'est là. Et le point bas, Ethereum Bitcoin, il devrait être là si ça se passait comme la dernière fois. Donc ça ne se passe pas comme la dernière fois. Et là, on a encore quelque chose de plus grave en fait qui se passe, c'est qu'on a eu ce qui dans la communauté Ethereum était
quelque part l'espoir d'un catalyseur pour sortir de cette tendance baissière infernale. Donc là, on a la ligne de tendance, mais en réalité, ça commence en novembre 2021 et nous sommes en août 2024. Donc c'est 2 ans et demi de tendance baissière. Ok. Donc hardcore. Bon, là, on a eu vraiment une grave chute, puis une remontée. Donc, bon, on peut commencer la tendance ici, si vous voulez. Donc, de septembre 2022 à août 2024, 2 ans, en gros. Donc, ça fait entre 2 ans et demi de tendance baissière hardcore. Les gens, ils en ont marre, ils veulent sortir de là, la communauté Ethereum. Et là, on a vu donc le halving. Premier catalyseur peut-être qui peut réveiller les gens. Ça n'a pas réveillé les gens. L'ETF Ethereum qui a été annoncé, etc. Énorme bougie verte, test de la tendance baissière, 1 fois, 2 fois, échec, on repart à la cave. Ça sent pas bon. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un nouveau catalyseur pour lancer Ethereum. Et ce catalyseur, je vois plus trop ce qu'il peut y avoir, vous voyez. C'est-à-dire que au niveau de la gouvernance, on a un problème. Au niveau des projets qui vont potentiellement nous sortir du marasme d'un point de vue des stablecoins, on a un problème. Je ne vois pas comment ça va arriver là dans un temps raisonnable. Donc ça, c'est les fondamentaux. Au niveau de la concurrence, maintenant qu'on a qualifié Ethereum dans la bonne catégorie, c'est-à-dire la catégorie FinTech, c'est pas forcément le meilleur compétiteur. Il a une market cap élevée, donc du coup, peut-être que ses compétiteurs vont faire des meilleurs multiplicateurs en termes d'investissement financier, mais aussi ses compétiteurs sont peut-être meilleurs sur un point de vue de façon purement fondamentale. Ethereum, il lui reste quoi? Le First Mover Advantage, le fameux First Mover Advantage. Et donc du coup, c'est ce First Mover Advantage qui lui a donné l'Ethereum, l'ETF en premier. Et voyons ce qui se passe sur l'ETF, quoi. Donc ça, c'est l'ETF de Bitcoin. Et quand c'est en rouge, entre parenthèses, ça veut dire que c'est des journées négatives. Donc vous voyez là, par exemple, si vous regardez l'ETF de Grayscale, il est négatif tous les jours presque. Mais si vous regardez le total, il y a des journées en positif, des journées en négatif. Grosso modo, si vous regardez le total depuis le début, donc c'est ce chiffre-là qui est intéressant si vous voulez. Le total depuis le début, c'est 17 000 et quelques. Donc on a 17 000 milliards de dollars ou 17 000, donc ça doit être en millions, je pense. Donc ça doit être 17 milliards de dollars qui ont été déversés dans l'Ethereum, dans le fonds Bitcoin ETF. Alors si on regarde le graphique, donc là on voit que Grayscale continue sa chute inexorable. Et on voit que les autres continuent leur montée inexorable. Et la ligne verte, c'est un peu le cumul de tout, si vous voulez, le total. Et donc, du coup, vous voyez qu'il y a eu une première montée, une descente stabilisation, une deuxième montée, descente stabilisation, une troisième montée, descente stabilisation. Et là, en fait, on repart à la hausse, si on zoome. Ici, on le voit un peu plus clairement, ça repart à la hausse en ce moment. Là, on est en train de casser notre ATH, notre all-time high, notre record de Bitcoin, de millions de dollars accumulés dans les ETF Bitcoin. Donc ça, c'est pas en Bitcoin, c'est en millions de dollars, malheureusement. Moi, je préfère je préfère le graphique en Bitcoin, parce que je le trouve plus significatif, mais au final, les deux sont intéressants. C'est deux manières de voir les choses intéressantes. Donc voilà pour Bitcoin. Maintenant, on va regarder à quoi ressemble Ethereum. Donc, on se rappelle, il y a un début peut-être un peu difficile, mais toujours positif en tout cas.
Et ben Ethereum, on a Grayscale, toujours les mêmes, hein, Grayscale avec leur ETH qui est ETHE qui est négatif et qui est très négatif et qui est tellement négatif que malgré le fait que tous les autres soient en positif, eh bien le total est négatif. Donc là, les gens, quand ils ont pu, ils se sont barrés tout simplement d'Ethereum. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Ils se sont barrés d'Ethereum pour autre chose. Peut-être Bitcoin, peut-être on ne sait pas en fait. Hein. Quoi qu'il en soit, ici on regarde la ligne verte et on voit quand même que pour l'instant là on en est à moins 465. C'est-à-dire qu'en fait c'est à peu près stable depuis fin juillet, quoi. Depuis, on va dire, depuis le 2 août, donc depuis 3 semaines, c'est à peu près stable. Voilà. D'ailleurs, on regarde ici le total et on voit que là, il y a une remontée de 100 millions de dollars. Là, il y a des descentes, des petites remontées, des petites descentes. Mais au grosso modo, depuis le 5 août, c'est à peu près stable, en fait. Donc, il n'y a pas d'engouement particulier pour ETF. Là, c'est GBTC par rapport à ETHE et on voit que ça chute de manière encore plus violente. Donc c'est assez intéressant comme graphique également, je trouve. Donc voilà pour Farside. Si vous ne connaissez pas ce site, ça permet de voir un petit peu les choses concernant les ETF en millions de dollars et non pas en BTC. Moi, je préfère la version en BTC. Il y a d'autres sites qui permettent de faire ça. Donc, du coup, si on regarde le graphe, on se dit, finalement, l'Ethereum ETF, ça n'a pas été... c'est pas le même départ que Bitcoin, parce que le départ de Bitcoin a été... on a tout de suite vu un flow de 800 millions, 1 milliard. Et puis après, ça a mis à peu près un mois à démarrer. Voilà. Il a commencé environ... le 11 janvier. Vous voyez, il a commencé le 11 janvier et le top départ des capitaux, là... où on commence vraiment à grimper en flèche, c'est le 8 février. Donc, il a réellement démarré, on va dire, un mois plus tard. C'était déjà pas mal, 1 milliard dès le début. Mais il a vraiment commencé à faire son ascension violente un mois plus tard. Ici, Ethereum, il a commencé le 23 juillet. On est le 23 août. On est un mois plus tard. On va voir si ça se lance, quoi. Là, il peut y avoir un redémarrage de Bitcoin, il peut y avoir les étoiles qui s'alignent et on peut voir un redémarrage. Mais pour l'instant, c'est pas le même départ. Le départ est négatif, d'un demi-milliard quasiment, et c'est pas sûr qu'on ait le décollage d'après, quoi. Parce que les gros mecs de la finance, peut-être qu'ils n'ont pas envie de miser sur le plan B, peut-être que Bitcoin est une exposition suffisante suffisante. Maintenant, il y a une autre réflexion aussi assez profonde, c'est de se dire finalement Bitcoin c'est bien, moi j'aime Bitcoin, je trouve que c'est le meilleur projet crypto en ce moment. Il y a d'autres projets qui m'intéressent, mais Bitcoin, je trouve que c'est le meilleur. Et finalement, parier sur les autres projets, c'est dans l'idée de surperformer Bitcoin, quelque part. Et si vous voulez surperformer Bitcoin, peut-être que la seule chose que vous avez à faire, c'est de prendre du levier sur Bitcoin. Et ça, c'est un petit peu, je dirais, l'apport de Michael Saylor, quoi. Michael Saylor, il dit, si vous voulez être un petit peu bitcoiner, vous mettez une partie de vos assets dans Bitcoin. Si vous voulez être Bitcoin maxi, vous mettez 100% de vos assets dans Bitcoin, parce que vous y croyez à fond. Et si vous voulez être super maxi, vous
mettez 100% de vos assets dans Bitcoin et en plus vous prenez du levier. Et lui, il dit par exemple 10%. Voilà. Alors 10%, c'est pas idiot parce que ça veut dire que vous prenez le risque en quelque sorte que Bitcoin chute de 90%. Et ça, moi, depuis que je suis dans le Bitcoin, c'est jamais arrivé. Voilà. Donc depuis 2017, ce n'est jamais arrivé. On a eu quand même, au moment de la crise Covid, une chute de 50% d'un coup. Voilà, c'est le pire truc qui soit arrivé dans une période de temps très précise. Finalement, prendre 10-20% de levier sur vos bitcoins, peut-être que ça suffit à surperformer Bitcoin. Mais le problème, et on y reviendra peut-être dans une autre vidéo, c'est que vous êtes obligé peut-être de mettre vos bitcoins en collatéral sur un exchange centralisé, et ça c'est pas forcément top. Ou alors vous avez d'autres solutions un peu plus décentralisées pour prendre du levier, mais là aussi c'est un sujet compliqué, et peut-être que tout simplement avoir ses bitcoins dans son hardware wallet, c'est une solution tranquille. Alors vous n'allez pas surperformer Bitcoin, mais c'est pas si mal. Ah, puis aussi, il y a d'autres sujets, etc. Je ne veux pas faire tous les sujets que j'ai en tête. Là, c'était pourquoi j'ai vendu mes Ethereum. Il y a d'autres manières de surperformer Bitcoin que Ethereum, et je pense que j'ai donné l'ensemble de ma pensée sur le sujet. C'est un long métrage d'1h20. C'est la vie, les gars. Désolé pour les longueurs. J'aurais pu espérer faire ça plus court, mais au moins j'ai donné l'ensemble de mes arguments. Passez une bonne journée. À bientôt dans l'univers crypto.